Bonjour, bienvenue dans cette vidéo consacrée à la correction de l'examen de mathématiques du jury CESS général de la première session de l'année scolaire 2024-2025. Dans cette vidéo, je corrigerai les 5 premières parties de l'examen, qui en comptent 10, c'est-à-dire la première moitié de l'examen. Première partie, les statistiques à 2 variables. Dans un premier exercice, on vous parle d'une station météorologique dans laquelle on a relevé au cours des 6 premiers mois d'une année déterminée le nombre d'heures d'ensoleillement représenté ici par la variable x, et la hauteur en millimètres d'eau de pluie tombée représentée par la variable y. On vous donne le relevé donc pour les 6 premiers mois de l'année, de janvier à juin. On vous demande de déterminer une droite de régression par la méthode de Mayer, c'est-à-dire la méthode des moyennes discontinues. Il faut noter tous les calculs et on les laisse sous forme de fractions. Alors, je vous rappelle l'équation de la droite de Mayer. Elle est donnée donc comme ceci. C'est simplement une droite passant par deux points A et B. Donc, c'est une équation de droite tout à fait classique. Les points A et B sont évidemment des points particuliers. Il s'agit des points moyens que nous allons calculer chaque fois à partir de la moitié des observations. Nous allons d'abord considérer la première moitié des observations, donc pour les 3 premiers mois de l'année. Et nous allons calculer la moyenne arithmétique des X, la moyenne arithmétique des Y. Ces deux valeurs-là vont nous donner les coordonnées d'un point qui sera donc appelé le point A, tout simplement le premier point moyen. Donc nous obtenons 415 tiers et 160 tiers et on demande bien de laisser ces valeurs sous forme de fractions, donc ne les mettez pas sous forme décimale. Ensuite, on va considérer la deuxième moitié de l'échantillon, enfin des observations, et nous allons à nouveau calculer la moyenne des x, la moyenne des y, et ça va nous donner les coordonnées d'un point B que nous laissons de nouveau sous forme de fraction au niveau de ces coordonnées. Alors ici, simplement le 75 tiers peut bien évidemment se simplifier en 25. Une fois que nous avons les coordonnées du point A et du point B, il suffit de les introduire dans cette équation et nous avons l'équation de notre droite de Mayer. Donc, voici ce que ça donne. Nous avons donc y moins le y du point A, 160 tiers, est égal à donc la pente de la droite qui se calcule en faisant la différence des y, 75 tiers, moins 160 tiers, sur la différence de x, 650 tiers moins 415 tiers, le tout multiplié par x moins l'abscisse du point A, donc 415 tiers. Alors évidemment, il faut faire un petit peu de manipulation de fractions, mais elles sont plus simples que ce qu'on pourrait croire. Donc ici, pour la pente, tout d'abord, vous allez voir que les tiers qui se trouvent au numérateur et au dénominateur vont se simplifier. Donc vous n'avez qu'à faire 75 moins 160 et 650 moins 415. Cela donne moins 85 sur 235 et ceci peut se simplifier par 5 et on obtient donc moins 17/47. Ce moins 17/47 qui est ici va être distribué sur cette parenthèse de manière à avoir ici moins 17/47 x et puis plus 17/47 fois 415 tiers plus 160 tiers, et donc ici, il vous reste une petite manipulation de fractions à faire. On met tout sur 141, 3 fois 47, ça fait 141, réduction au même dénominateur, et nous obtenons 14 575 sur 141. Et nous laissons bien cette équation sous cette forme-là, puisqu'il est demandé de laisser tout sous forme de fractions. Si les techniques de régression linéaire vous semblent un petit peu floues, je vous invite à visionner ma vidéo de synthèse consacrée aux statistiques à 2 variables. Dans la suite de cet exercice, on vous pose 2 questions supplémentaires. Première question, quelle est la hauteur d'eau à 0,1 près attendue en juillet si l'on prévoit un ensoleillement de 280 heures? Alors, pour répondre à cette question, vous avez besoin de l'équation de la droite de Mayer que vous venez de calculer. Donc, je reprends ici l'expression. On vous parle dans la question ici d'un ensoleillement de 280 heures, c'est-à-dire une valeur de x que l'on vous fixe à 280. Et on vous demande la hauteur d'eau, donc on vous demande la valeur de y. Donc il suffit simplement de calculer le y en imposant à x la valeur de 280 qui est donnée dans l'énoncé. Donc vous devez calculer ceci, et ici par contre on vous demande cette hauteur d'eau à 0,1 près. Donc cette fois-ci vous pouvez prendre votre calculatrice, calculer en nombres décimaux, vous n'avez plus besoin de laisser la réponse sous forme de fraction. Donc ça donne 295 141e en fraction, ce qui correspond à 2,1 mm d'eau. La deuxième question, c'est quel fut, d'après ce modèle, le nombre d'heures d'ensoleillement du mois de novembre, à 0,1 près à nouveau, si on a mesuré 70 mm d'eau. Donc la question est inversée. On vous fixe une hauteur d'eau, c'est-à-dire un Y,
et on vous demande le x qui correspond. Donc à la place de y, vous écrivez 70, vous reprenez votre équation de droite de Maillère et cette fois-ci, il faut isoler le x pour donc calculer sa valeur. Donc la première chose que vous allez faire, c'est faire passer ce terme 14 575 141e de l'autre côté et ensuite, eh bien, vous multiplierez cette différence par 47 sur moins 17 pour pouvoir calculer la valeur de x. Vous pouvez donc prendre votre calculatrice pour faire ce calcul et vous obtenez 92,3 heures. On passe à la deuxième partie, les suites et mathématiques financières. Premier exercice, à l'aide d'une formule de récurrence, on vous demande de montrer que la suite définie par cette expression-ci est une suite géométrique. Alors une formule de récurrence dans les suites, c'est une formule qui permet d'exprimer un terme en fonction du terme précédent ou des termes précédents. Dans le cadre d'une suite géométrique, la formule de récurrence est la suivante. Le terme un plus 1 doit être égal au terme précédent fois une certaine valeur constante qu'on appelle la raison. Donc, ce que je vais faire dans cet exercice, c'est exprimer un plus 1 à partir de la définition qui est là et essayer de voir un lien entre un plus 1 et un. Donc allons-y, je vais calculer un plus 1. Pour ce faire, je prends cette expression-ci, mais à la place de n, j'écris n plus 1. Donc je vais obtenir 4 exposant n plus 1 fois 5 exposant n plus 1 plus 2 pour reprendre donc l'expression qui est là. Et puis, je vais utiliser une petite propriété de puissance pour décomposer cette puissance-ci et celle-ci de manière à voir apparaître les facteurs qui sont là. Donc, je vais remplacer 4 exposant n plus 1 par 4 exposant n fois 4 exposant 1. Et 5 n plus 1 plus 2, je vais le remplacer par 5 exposant n plus 2 fois 5 exposant 1. De cette manière, je vois ici apparaître 4 exposant n et 5 exposant n plus 2 qui sont exactement les facteurs qui sont là. Alors ces facteurs, je vais les regrouper puisque ma multiplication est commutative. Je peux ici changer l'ordre de mes facteurs et de cette manière, je vois ici apparaître exactement un. Donc j'ai que un plus 1, c'est un fois 5 exposant 1 fois 4 exposant 1, c'est-à-dire fois 20. Autrement dit, j'ai bien qu'un terme de la suite est égal au précédent fois une constante, donc qui est toujours la même, qui est la raison. Et nous avons donc bien une suite géométrique de raison 20. Exercice suivant, on vous parle maintenant d'une suite arithmétique. On vous dit que le 5e terme vaut 17 et que le 10e terme vaut 12. En utilisant les formules des suites, on vous demande de calculer toute une série de choses. Donc tout d'abord la raison de la suite arithmétique. On vous demande de donner les 6 premiers termes de la suite et de calculer la somme des 50 premiers termes de la suite. Alors je vous rappelle ici les formules de la suite arithmétique. Grâce à la formule ici du nème terme, je vais pouvoir utiliser les informations ici de l'énoncé. On me dit que le 5e terme vaut 17. Donc U5 est égal à 17. Mais U5, je peux l'exprimer comme étant U1 plus 5 moins 1 fois R, donc plus 4 fois R. De même, le 10e terme vaut 12, donc ça veut dire que U10 est égal à 12, mais U10, c'est aussi U1 plus 9 fois R, en respectant la formule qui est là. J'ai donc ici deux équations à deux inconnus, U1 et R. Je peux donc résoudre ce système d'équations. Dans un premier temps, on me demande R, donc je vais me concentrer sur la recherche de R. Pour ce faire, il y a plusieurs techniques pour résoudre un système de deux équations à deux inconnus. Moi, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais soustraire les deux équations membre à membre. Donc, à gauche de mon signe égal, je fais 17 moins 12. À droite de mon signe égal, je fais U1 moins U1, c'est-à-dire 0, et 4R moins 9R, c'est-à-dire moins 5R. J'ai donc ici 5, 17 moins 12, ça fait 5, 5 égale moins 5 fois R. Autrement dit, R est égal à moins 1, et j'ai trouvé la raison. Je peux, en fait, mais ce n'est pas la question ici, je peux, à partir de cette valeur-là, évidemment, calculer U1, puisque R vaut moins 1, 17 égale à U1 moins 4, donc en fait U1 est égal à 21, ce n'est pas demandé ici. Par contre, c'est demandé à la question suivante, puisqu'on vous demande de donner les 6 premiers termes de la suite. Donc pour donner les 6 premiers termes, on connaît déjà le 5e, bien évidemment, mais là je viens de calculer le premier mentalement assez facilement à partir de ma raison. Donc mon premier c'est 21, et puisque ma raison c'est moins 1, il suffit de soustraire à chaque fois 1
au terme de la suite pour obtenir le suivant. Et donc les 6 premiers termes de la suite sont 21, 20, 19, 18, 17, 16. Vous pouvez vérifier qu'avec cette logique, le 10e est bien 12. Ensuite, on vous demande de calculer la somme des 50 premiers termes de la suite. Et donc pour ça, vous devez utiliser cette formule ici, la somme des n premiers termes. Vous avez besoin de n, c'est 50. Vous avez besoin de U1, ben c'est 21, on le connaît, mais vous avez aussi besoin de UN, donc ici de U50. Donc la première chose à faire, c'est que nous allons calculer U50 à l'aide de la formule qui est là. Donc U1 c'est 21, et puis nous allons faire 50 moins 1, c'est-à-dire 49, fois la raison que nous avons calculée moins 1, et nous obtenons ici 49 fois moins 1. Donc 21 moins 49, ça fait moins 28. Voici le terme U50. Une fois que vous avez U50, vous avez tout ce qu'il vous faut pour calculer S50 grâce à cette formule-là. Donc 50 sur 2 fois 21 moins 28 et ça vous donne moins 175. Encore un exercice de suite et en toute logique, ici maintenant nous allons parler de suite géométrique. On vous donne le troisième terme qui vaut 18 et le sixième terme qui vaut 486. En utilisant les formules des suites, on me demande de calculer la raison, donner les 6 premiers termes de la suite et calculer la somme des 15 premiers termes de la suite. Donc c'est un exercice qui est très ressemblant à l'exercice précédent, mais on parle de suite géométrique. Donc ce sont d'autres formules qu'il faut utiliser. Voici les formules pour la suite géométrique et nous allons un peu utiliser la même philosophie de résolution mais avec d'autres formules tout simplement. Donc ici on me dit que le troisième terme vaut 18, donc U3 est égal à 18, mais U3 peut aussi s'exprimer comme étant U1 fois Q exposant 3 moins 1, donc exposant 2. Le sixième terme vaut 486, mais peut aussi s'exprimer comme étant U1 fois Q exposant 5. Comme tout à l'heure, j'ai un système de 2 équations à 2 inconnues que je peux donc résoudre et qui me permettra de trouver U1 et Q. Dans un premier temps, on me demande de calculer la raison. Eh bien, je vais éliminer U1 de mon système. Il y a plusieurs façons de le faire, donc moi j'aime bien le faire comme ceci. Je vais en fait diviser cette équation-ci par celle-ci. Donc je vais obtenir à gauche de mon signe égal 486 sur 18. Je vais obtenir U1 sur U1, ça se simplifie, et Q5 sur Q2, ça va se simplifier en Q exposant 3. Donc, 486 sur 18, eh bien ça fait 27. J'obtiens donc 27 égale Q au cube, donc Q est égal à 3, et voici la raison de la suite. Comme tout à l'heure, une fois que j'ai Q égale à 3, je peux ici considérer 3 au carré, ça fait 9. 18 égale U1 fois 9. Je trouve U1 directement, U1 vaut 2. Et j'en ai besoin pour répondre à la question suivante. Les 6 premiers termes de la suite, eh bien le premier c'est 2. Et ensuite, je dois à chaque fois multiplier par 3 puisque j'ai trouvé que ma raison valait 3. Et je peux bien évidemment me contrôler, m'auto-contrôler, puisque je dois trouver dans ces 6 premiers termes, je dois évidemment trouver un troisième terme qui vaut 18 et un sixième qui vaut 486. Donc là, j'ai une possibilité de vérifier ce que je suis en train de faire. Dernière question pour cette partie, c'est calculer la somme des 15 premiers termes de la suite. Eh bien, j'ai une formule ici. Il me faut U1, je le connais. Il me faut Q, je connais. Et le petit n, on me demande les 15 premiers termes. Donc, le n vaut 15. Je n'ai qu'à remplacer dans la formule les différents paramètres par leur valeur. Et puis, de sortir ma calculatrice pour obtenir la réponse. J'obtiens 14 346 906. Troisième partie de l'examen, les asymptotes et les limites. Il faut tout d'abord calculer 3 limites qui vous sont données. Alors, allons-y. Tout d'abord, pour calculer cette limite-ci, eh bien, je vais regarder ce qui se passe lorsque je remplace x par 0. Lorsque je remplace x par 0, j'obtiens moins 3 sur 0. Moins 3 sur 0, ça va donner de l'infini. Mais il faut savoir si ça fait plus l'infini, si ça fait moins l'infini, et s'il faut peut-être faire une distinction entre limite gauche et limite droite. Donc, je vais faire une étude de signe de ma fonction moins 3 sur x carré, qui est évidemment très simple. Le facteur moins 3 est évidemment négatif tout le temps. Et le dénominateur x carré a une racine en x est égal à 0, mais c'est un facteur qui est autrement toujours positif puisqu'il s'agit d'un carré. Ce qui veut dire que ma fonction est en fait toujours négative. En 0, elle tend vers l'infini, bien évidemment, elle est non définie, ce qui veut dire qu'à gauche comme à droite, eh bien, cette limite va tendre vers moins l'infini et la limite de ma fonction vaut moins l'infini.
Pour la deuxième limite à calculer, je vais remplacer x par 2 et lorsque je remplace x par 2, j'obtiens 0 sur 0, c'est-à-dire une forme indéterminée. Il faut donc que je lève l'indétermination. Deux techniques. Première technique, c'est de factoriser mon numérateur et mon dénominateur, puisque ce sont des polynômes, c'est normalement assez facile. Lorsque je factorise mon numérateur et mon dénominateur, je vais obtenir dans les deux cas un facteur x-2 qui est commun et qui peut donc être simplifié dans ma fraction. Je dois alors simplement calculer la limite pour x tendant vers 2 de ce qu'il reste de cette fraction. Lorsque je remplace x par 2 ici, j'obtiens 3/4 et effectivement mon indétermination a été levée. Une autre façon de lever une indétermination de 0 sur 0, c'est d'utiliser le théorème de L'Hopital, c'est-à-dire de dériver le numérateur et de dériver le dénominateur séparément, et donc de calculer plutôt la limite pour x tendant vers 2 de 4x moins 5, qui est la dérivée de ceci, et de moins 2x plus 8, qui est la dérivée du dénominateur. Lorsqu'ici, vous allez remplacer x par 2, vous obtenez également 3/4. Donc voilà, les deux techniques sont tout à fait valables et bien évidemment arrivent au même résultat. Troisième calcul de limite, il s'agit d'un calcul de limite pour x tendant vers moins l'infini. Alors lorsqu'on est dans des limites pour x tendant vers plus ou moins l'infini et qu'on est face à des polynômes, on peut se contenter de considérer seulement le terme du plus haut degré dans chaque polynôme. Donc ma limite va se simplifier en cette expression-ci. La limite pour x tendant vers moins l'infini de 3x3, le terme du plus haut degré ici, sur x, le terme du plus haut degré du dénominateur. Je peux simplifier par x. Il me reste donc la limite de 3 fois x carré. Si x tend vers moins l'infini, le carré va faire disparaître le moins et je vais donc obtenir plus l'infini pour cette valeur de limite. Si vous avez du mal à comprendre ce qu'est une limite ou ce qu'elle représente, ne manquez pas ma vidéo qui vous permettra de comprendre de manière intuitive la définition d'une limite. Si vous vous emmêlez un petit peu les pinceaux dans les différentes techniques de calcul de limite, je vous invite aussi à regarder ma vidéo de synthèse concernant ces techniques de calcul. L'exercice 6, il fallait tracer un graphique de fonction qui doit satisfaire à différentes contraintes qui vous sont données ici. Alors, regardons un petit peu toutes ces contraintes et voyons ce qu'elles nous imposent au niveau du graphique. Tout d'abord, le domaine de f va de moins l'infini à moins 3 non compris et de 0 à plus l'infini. Ce qui veut dire que ma fonction n'existe pas entre moins 3 et 0. Donc ça veut dire qu'il y a une zone dans votre graphique où vous ne pouvez rien dessiner. Alors ici, je hachure cette zone simplement pour qu'on ait visuellement une impression de ce que ça donne. Bien évidemment, vous ne devez pas hachurer sur votre graphique. Donc ici, c'est simplement pour nous aider à voir ce qu'il se passe. Deuxième contrainte, la limite pour x tendant vers moins l'infini de la fonction vaut plus 1. Et bien donc ça veut dire qu'il y a une asymptote horizontale en y qui est égale à 1, mais du côté gauche de ma fonction, puisqu'il s'agit de la limite pour x tendant vers moins l'infini. Alors, pour ne pas encombrer mon graphique, moi je n'ai dessiné cette asymptote que du côté gauche du graphique, puisque peut-être qu'il se passe quelque chose de différent à droite, et donc c'est pour pas me perdre. Mais bien évidemment, cette asymptote, vous avez le droit de la tracer évidemment en entier ici. On vous dit ensuite qu'il y a une asymptote verticale d'équation x est égal à moins 3, donc on la dessine. On vous dit qu'il y a une asymptote horizontale d'équation y est égale à moins 2. Alors bien évidemment, là, il faut comprendre que cette asymptote horizontale ne vaut que pour la partie droite de votre graphique, puisqu'on vous avait déjà donné comme information que la limite de la fonction pour x tendant vers moins l'infini, c'était plus 1 et non pas moins 2. Donc cette asymptote horizontale vaut à droite. À nouveau, vous avez le droit de la dessiner entièrement en travers tout le graphique, mais alors vous voyez, on aurait deux asymptotes horizontales dessinées. C'est pour ne pas s'en mêler les pinceaux et pour ne pas oublier que celle-ci vaut à gauche et celle-ci vaut à droite, que je n'ai dessiné que des moitiés. Ensuite, on vous dit que la limite pour x tendant vers 0 en venant de la droite, bien évidemment en venant de la droite, puisque en venant de la gauche, ma fonction n'existe pas, donc je ne peux pas venir de la gauche, c'est uniquement en venant de la droite, que cette limite vaut plus l'infini. Ok, donc ça veut dire que quelque part ma fonction devra avoir cette allure-ci aux alentours de l'asymptote verticale qui est donc l'axe des Y. Il y a donc une deuxième asymptote verticale dans ce graphique. La limite pour x tendant vers 3 en venant de la gauche vaut 4, mais en venant de la droite
vaut 1. Ok? Donc ça veut dire que quelque part, il me faudra un point aux coordonnées 3, 4 et un point aux coordonnées 3, 1. Mais attention au petit piège, puisque nous avons une fonction, un seul de ces deux points peut être plein, pas les deux. Donc à vous de choisir, et là vous avez tout à fait le choix. Moi ici j'ai dessiné celui-ci plein et celui-ci creux, vous auriez pu faire l'inverse. Pas les deux. Par contre, vous êtes obligé d'en avoir un qui est plein puisque x est égal à 3 fait partie du domaine. Donc la fonction existe en cet endroit-là. Donc il faut au moins une valeur de fonction pour x est égal à 3. Et ensuite, on vous dit, ah oui non, tout d'abord, ici, je vais changer, évidemment, puisque je vois que quand je viens de la gauche de ma fonction, il faut que j'arrive en ce point-là, ben alors j'étais un petit peu optimiste avec ce trait. Ce trait, je devrais plutôt le dessiner de la manière suivante. Il me reste alors une contrainte, c'est qu'il y a deux racines, en moins 5 et en 4. Voilà. Alors une fois que tout est là, eh bien, ça devient assez simple de dessiner quelque chose qui répond à toutes les contraintes en même temps. Donc je vais dessiner une courbe ici à gauche de mon graphique de la manière suivante. Il y a plusieurs possibilités. J'aurais pu faire des choses beaucoup plus complexes avec plus de boucles et de minimum et de maximum, mais ceci est tout à fait valable. Tout ce qu'il me faut, c'est respecter l'asymptote horizontale, la racine et l'asymptote verticale ici. Et ensuite, à droite de mon graphique, il me reste à dessiner quelque chose qui part de ce point-là, qui passe par la racine et qui va rejoindre mon asymptote horizontale. Et bien évidemment, voici la représentation sans ce hachurage qui n'avait évidemment pas lieu d'être sur votre feuille de réponse. Partie suivante, les dérivés. On vous donne une fonction ici donnée par cette expression-ci et attention, on vous précise qu'elle n'est définie que sur l'intervalle 1, 7. C'est important parce que ça c'est le domaine de définition de votre fonction et il faudra en tenir compte par la suite. Première question, on vous demande de montrer que la dérivée vaut ceci. Très bien, eh bien allons-y. Nous allons dériver cette fonction terme par terme. Donc la dérivée de x carré c'est 2x, je vais donc avoir 2x sur 2. La dérivée de moins 6x c'est moins 6. La dérivée de 4 c'est 0. Et la dérivée de 8 ln de x, c'est 8 sur x. J'obtiens donc ceci, et lorsque tout ceci, je choisis de le mettre au même dénominateur, bien évidemment les deux ici se simplifient, donc je vais tout pouvoir mettre sur x, et j'obtiens bien x carré moins 6x plus 8 sur x, l'expression qui était donnée ici. On vous demande de dresser le tableau de signes de f' de x. Donc vous allez devoir construire un tableau de signes de cette expression-ci. Donc à vous de rechercher les racines de x carré moins 6x plus 8 et les racines de x. Alors évidemment, elles sont assez faciles à trouver. Les racines de x carré moins 6x plus 8 sont 2 et 4, que vous pouvez trouver donc par la formule de delta. La racine de x, évidemment, c'est 0. Bien, donc vous allez avoir ces valeurs pivots dans votre tableau, mais attention, vous devez faire apparaître dans votre tableau de signes de f' de x le domaine qui va donc de 1 à 7. Donc vous devez rajouter les bornes 1 et 7, et bien évidemment, vous ne pouvez rien écrire à gauche de 1 ni à droite de 7 puisque la fonction n'existe pas. Donc, ne vous laissez pas piéger à faire un tableau de signes qui va de moins l'infini à plus l'infini, comme on aura envie de le faire avec ce genre d'expression, bien évidemment. Donc, je vais étudier le signe de x carré moins 6x plus 8 de x et puis le signe global. X carré moins 6x plus 8, c'est donc une expression du second degré qui a deux racines en 2 et en 4. Et donc, à l'extérieur des racines, j'aurai un signe positif, puisque c'est le signe du a, du coefficient de x carré. Et entre mes racines, un signe négatif. X est évidemment 0 en 0, mais j'écris rien là. Et à droite de ce 0, eh bien, x est positif. Et donc, j'ai ici que des plus dans la zone du domaine qui m'intéresse. Lorsque je combine les signes, j'obtiens ceci pour le tableau de signes de f' de x. À partir de ce tableau de signes, je peux dresser le tableau de variation de f. Je vais évidemment avoir un tableau de variation qui va respecter le même domaine. Donc, je repars exactement de la même configuration de tableau. Et évidemment, les variations de f vont être déterminées par le signe de la dérivée. Là où la dérivée est positive, eh bien ma fonction est croissante. Là où elle est négative, elle est décroissante. Et là
où j'ai une dérivée nulle avec changement de signe, je vais avoir un extrémum, en 2 un maximum, en 4 un minimum, et je peux calculer les coordonnées de ce maximum et de ce minimum en mettant la valeur x égale 2 et x égale 4 dans l'expression de la fonction ici pour calculer la valeur de y correspondante. Toujours dans les dérivées de la tangente à la courbe représentative de la fonction qui est donnée ici. Donc il s'agit d'une fonction cosinusoïdale et on vous donne un point d'abscisse x est égal à pi tiers. Alors une équation de tangente, voici l'équation générale d'une tangente, y est égal à f' de a fois x moins a plus f de a étant l'abscisse qui nous intéresse, donc ici pi tiers. Donc je vais avoir besoin de la dérivée calculée en pi tiers, de la fonction calculée en pi tiers, et ensuite, je n'ai qu'à tout mettre là-dedans. Je vais d'abord déterminer ma dérivée, f' de x, donc je vais dériver cette fonction-ci. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus, de 2x moins pi 6, bien évidemment. N'oubliez pas d'encore multiplier par la dérivée de cette parenthèse, puisque vous avez une composée de fonction. Et donc, quand on dérive une composée de fonction, il faut dériver en chaîne, donc jusqu'à rentrer au maximum dans la fonction. Donc ici, il y a encore un facteur 2 qui se rajoute. Cette dérivée m'intéresse surtout dans la valeur pi tiers, donc je remplace x par pi tiers pour calculer ceci. Alors 2 fois pi tiers, ça me donne 2 pi tiers. 2 pi tiers moins pi 6, si je mets au même dénominateur, je me rends compte que ça fait pi demi. Le sinus de pi demi, sinus de 90 degrés, ça fait 1, et donc la valeur de ma dérivée, c'est moins 2. J'ai besoin également de la valeur de la fonction en pi tiers, donc je vais reprendre cette expression-ci, où je remplace x par pi tiers. À nouveau, 2 fois pi tiers moins pi 6, ça fait pi demi. Le cosinus de pi demi, le cosinus de 90 degrés, eh bien c'est 0. Une fois que j'ai ces valeurs-là, eh bien je peux remplacer ceci. Je peux remplacer donc f' de a et f de a par les valeurs obtenues dans l'équation de la tangente en l'abscisse pi tiers. Et j'obtiens, donc ici, il me reste simplement, si j'ai envie, si c'est plus joli, de distribuer ce moins 2. Et j'obtiens y égale moins 2x plus 2 pi tiers. Dernière partie, les fonctions trigonométriques. Résoudre en radian l'équation trigonométrique ci-dessous et représenter les solutions sur le cercle trigonométrique. C'était peut-être pour moi la question la plus difficile peut-être dans cette partie d'examen puisque on n'en pose pas souvent des équations trigonométriques au CESS, en tout cas pas dans les dernières sessions. Bien, allons-y. Je dois donc trouver x dans cette équation-ci. Tout d'abord, je vais isoler sinus de 2x plus 5 en faisant passer le 3 de l'autre côté. Donc j'ai sinus de 2x plus 5 égale à 2 tiers. Une fois que j'ai le sinus d'un angle égal 2 tiers, eh bien ça veut dire que cet angle doit être égal à l'arc sinus de 2 tiers, bien évidemment, à un certain nombre de tours près. Donc un tour c'est 2π, donc k fois 2π, k étant un nombre entier, ou autrement dit 2 fois kπ. Mais ça c'est la première solution, puisque pour une même valeur de sinus, imaginez ici une valeur de sinus sur l'axe des sinus, vous avez toujours l'angle qui est là, mais vous avez aussi son supplémentaire. Donc il y a une deuxième solution qui sera le supplémentaire de arc sinus de 2 tiers. Donc, deuxième solution, 2x plus 5 égale pi moins arc sinus de 2 tiers, donc ça c'est le supplémentaire. De nouveau, bien évidemment, à un certain nombre de tours près, et donc n'oubliez pas de préciser, quand vous écrivez une telle expression, n'oubliez pas de préciser que k appartient à z. Très important, k est évidemment un nombre entier. Positif ou négatif, ça peu importe, mais un nombre entier. À partir de là, quelque part, la trigono est un petit peu terminée. Il suffit maintenant, comme dans une simple équation, à isoler le x. Donc le 5, le terme 5 va passer de l'autre côté, va devenir moins 5, aussi bien ici que là. Et ensuite, si j'ai besoin d'avoir le x, je vais diviser par 2. Attention, je vais tout diviser par 2. Donc je vais avoir arc sinus de 2 tiers sur 2, moins 5 sur 2, plus 2 kπ sur 2, donc plus kπ. Ici, et bien évidemment, pour l'autre solution également, je divise tout par 2. Et ensuite, on vous demandait de placer ces solutions sur le cercle trigonométrique. Alors évidemment, pour ça, en radian, c'est un petit peu difficile. Là, ça vaut la peine de faire une conversion en degrés pour se rendre compte d'où il faut placer ces valeurs. Alors, avec votre calculatrice, vous calculez arc
sinus de 2/3. Faites bien attention que votre calculatrice soit ici en mode radian. Vous divisez par 2. Vous enlevez 2,5 moins 2,5. Et cette valeur-là est un angle en radian sur votre calculatrice que vous pouvez convertir en degrés. Lorsque vous faites ça, vous obtenez moins 122 degrés. Moins 122 degrés se place environ ici sur votre cercle trigonométrique. Et n'oubliez pas que cette valeur est définie à k fois pi près. Donc pi étant un demi-tour, ça veut dire que cette valeur est définie à un demi-tour près. Donc vous avez automatiquement une deuxième solution, un demi-tour plus loin. Deuxième partie, ici même chose, je vais calculer ceci en degrés pour savoir où je dois le placer sur le cercle. Donc, à nouveau, vous prenez arc sinus de 2/3 avec votre calculatrice en mode radian. Vous divisez par 2, d'accord? Et vous allez faire pi demi moins cette valeur, moins 5 demi, moins 2,5. Tout ceci est en radian, bien évidemment. Dès que vous calculez avec des pi, c'est que vous devez avoir vos angles en radian. Quand vous avez cette solution, cette valeur à la calculatrice, vous faites la conversion en degrés et vous obtenez à ce moment-là moins 74 degrés. Moins 74 degrés se place ici dans le quatrième cadran, à nouveau défini à un demi-tour près, et donc vous avez un quatrième point solution sur votre cercle trigonométrique, exactement diamétralement opposé à celui-ci. Il restait une toute petite question de radian, de trigonométrie, plutôt de mesure d'angle. On vous donne deux réels A et B et on vous demande s'ils sont des mesures du même angle orienté. Donc on vous donne 5 pi sur 12 et 27 pi sur 12. Alors A et B seront des mesures du même angle orienté si B est égal à A plus un certain nombre de fois 2 pi, c'est-à-dire plus un certain nombre de fois un tour complet, K étant ici de nouveau un nombre entier. Donc imaginez B c'est 27 pi sur 12, A c'est 5 pi sur 12, eh bien à 5 pi sur 12, je dois ajouter 22 pi sur 12 pour obtenir 27. Et 22 pi sur 12, ce n'est pas un nombre de fois entier de pi. Si j'avais eu 24 pi sur 12, là j'aurais eu une fois 2 pi et j'aurais effectivement eu des mesures du même angle orienté. Mais donc ici, ce n'est pas le cas. Les réels A et B ne sont pas des mesures du même angle orienté. Voilà, j'espère que ces explications sont suffisamment claires pour vous et qu'elles vous aident dans votre travail. Je vous invite à suivre mes publications puisque la deuxième partie de l'examen arrive tout bientôt. Voilà, bon travail à vous et bonne chance à l'examen.